Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Comme je l'avais promis, on va refaire un petit point un petit peu sur l'historique des patterns de décorrélation, quelles sont les psychologies sous-jacentes, comment les exploiter relativement correctement avec un biais statistique, et surtout comment s'y confronter quand on est dedans et qu'on constate souvent a posteriori en fait l'effet de ces patterns. Bref, nous en tout cas, on les a déjà mises en exergue depuis pas mal de semaines, voire mois, trimestres, au sein des briefs hebdomadaires où chaque semaine, même semaine après semaine, on constatait systématiquement l'écartement toujours plus prononcé de ces différents métriques. On les a vus sur plusieurs secteurs, ce qui tente à montrer évidemment, donc ici on a une forme de décorrélation assez palpable qui touche un biais de marché. On est probablement aujourd'hui dans la phase finale de cet écartement. On va essayer d'argumenter en tout cas dans ce sens quelles sont les probabilités, puisque ici on ne va pas faire boule de cristal et magie prédictive, mais simplement de dire, voilà, dans ces patterns-là, il y a des zones sur lesquelles il est plus probable que d'autres de voir intervenir les différents retournements. Il s'agit donc, comme on l'avait dit aussi dans les briefs hebdo, de parler de trading en retournement, c'est-à-dire trouver un sommet ou un creux, et c'est extrêmement difficile. C'est probablement d'ailleurs l'exercice le plus compliqué qui existe dans la finance. Donc, trouver un maximum, c'est impossible, surtout quand de là, on va le mettre en exergue. Il s'agit de structure psychologique. C'est la chose la plus impalpable d'un point de vue technique. En tout cas, on est au-delà des rationnels techniques, on est au-delà des fondamentaux aussi, puisque je vous rappelle, moi j'étudie toujours le marché sous cet angle tripartiste, c'est-à-dire il y a un aspect technique du marché, qui est dû au mécanisme des fonctionnements de flux de capitaux, de création monétaire, de flux d'investissement, enfin bref, là, on va dire la confluence de différents cycles et autres structures techniques spéculatives qu'utilisent les investisseurs pour se positionner à tel endroit et à tel moment pour telle ou telle et telle raison. Et comme on l'a dit, il y a autant de traders qu'il n'y a de stratégies, mais en soi, les stratégies qui fonctionnent ont tendance à toutes utiliser à peu près les mêmes choses. Elles les expliquent et elles leur donnent des terminologies différentes, mais franchement, grosso merdo, moi j'en ai pas vu 50 millions des stratégies qui marchent non plus, et elles utilisent plus ou moins toutes les mêmes choses à la base. Bref, on a dit aussi, le marché n'a rien de technique, d'accord, n'est pas que technique, pardon. Il y a une notion, donc on a dit technique, de gestion des flux de capitaux et de gestion du risque, mais il y a aussi des fondamentaux, où on l'a dit, une structure technique haussière ne peut pas amener un prix à la hausse s'il n'y a pas des fondamentaux qui soutiennent, surtout quand on est sur des gros time frames. Donc il y a bien cette notion de valeur réelle qui joue dedans et qui est liée intrinsèquement aux fondamentaux. Bon, ce qu'on a dit, c'est que ces fondamentaux sont aussi un petit peu plus difficiles à palper que la structure technique. Autrement dit, c'est pour ça que vous devez d'abord apprendre cette structure, mais au bout d'un moment, les fondamentaux, c'est quelque chose qu'il va falloir apprendre. Ça fait partie d'une formation de gestion du risque et de trader, mais ça s'apprend dans un second temps. D'abord, on apprend à maîtriser les structures techniques qui sont palpables, statistiques, et à l'ordre de tout un chacun. Il n'y a pas beaucoup de subjectivité dans une structure technique. Il y en a un petit peu plus dans la lecture stratégique des fondamentaux d'une entreprise, puisqu'en général, on va ici avoir affaire à des données qui sont en retard. C'est-à-dire que le fondamental est souvent là pour venir confirmer un biais technique qui se sera déjà exprimé dans les prix. Mais ça veut aussi dire que des prix qui avancent sans la confirmation d'un biais fondamental derrière, c'est probablement des prix qui vont revenir à la case départ. Donc encore une fois, les prix peuvent faire n'importe quoi entre 0 et l'infini, c'est l'offre et la demande plus la spéculation, et ça nous donne bien à penser qu'il reste un dernier axe, c'est bien celui de la psychologie. Donc il s'agit bien ici de comprendre que ce à quoi on a affaire, ça va être donc un désordre technique qu'on va constater et qu'on doit constater sur le plan technique. D'ailleurs, l'essentiel de cette structure va être détecté et doit être confirmé sur ce plan technique pour pouvoir appliquer cette pattern, ou en tout cas dire qu'il y a une légitimité à l'appliquer ici. Il faudra donc faire attention, on doit diverger des fondamentaux réels, d'accord, et on doit donc en arriver à la conclusion qu'il s'agit d'une déviance psychologique. D'accord ? Donc c'est important, c'est comme ça que fonctionne la structure. D'abord, on doit vérifier l'occurrence technique, on doit vérifier la viabilité fondamentale, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un fondamental qui justifie réellement cette décorrélation, puisque c'est de ça dont on va parler, ou pas. Et si évidemment donc, ces fondamentaux ne justifient pas, souvent parce qu'on est sur des bases oscillantes, eh ben, tout simplement, c'est-à-dire qu'on vient chercher un maximum, qu'on introduit de la psychologie, du narratif, on essaie de justifier pourquoi ça se comporte comme ça, alors qu'on se doute bien qu'en fait c'est bidon. Et puis évidemment, donc, au bout d'un moment, intervient le reverse, c'est-à-dire que dans ce cas-là, la psychologie s'inverse, les prix reviennent, et évidemment, on se rend compte que les fondamentaux ne s'étaient pas déplacés. Donc voilà ce qu'on va voir.
On va essayer d'expliquer tout ça selon ces 3 angles et on va parler aujourd'hui donc correctement de la pattern de décorrélation. Donc cette pattern, pour ceux qui suivent depuis pas mal d'années, vous l'avez probablement déjà vu, je vous l'avais un petit peu théorisé ici sous cette forme-là, en tout cas sa représentation. Donc l'essentiel, c'est bien de comprendre qu'il y a plusieurs étapes dans la pattern. La plus importante, c'est qu'au point 1, il n'y a absolument personne qui est au courant de cette pattern. Au point 3, tout le monde l'a vue, comprise et on passe à autre chose. Donc le point important, c'est de capter que le point de retournement, le point numéro 2, est très incertain. C'est-à-dire, ce n'est pas un point précis dans le temps, alors ça peut arriver, mais c'est rare. La plupart du temps, on a affaire donc à un renversement du sommet, là où simplement 2 branches qui étaient historiquement corrélées, ça veut dire, attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas une qui montait un peu plus vite que l'autre, il y a toujours des aspects de force relative là derrière, mais là on parle bien donc de 2 assets qui avaient une tendance, on va dire, à se comporter de façon relativement similaire, et d'un coup, boum, ça se passe plus du tout comme prévu, on en a un qui monte relativement fort et un qui ne performe pas, voire carrément part dans l'autre sens. Ce qui est important, c'est que la médiane entre les deux doit se déplacer relativement moyennement, c'est-à-dire ça reste relativement flat. Ça monte souvent un peu, c'est-à-dire qu'une décorrélation n'est pas une structure flat, c'est important, c'est la première des choses à comprendre. Quand on décorrèle et qu'on recorrèle, on finira sur un niveau global relatif différent de celui qu'on avait au départ, et généralement dans le sens des tendances primaires. Donc là, on va le voir, comme les assets sur lesquels on parle sont des grosses zones géographiques et des gros indices boursiers, bon, à la base, clairement, on va finir plus haut qu'au départ. C'est la base, on est sur des tendances séculaires de long terme. Donc voilà, ça veut dire que ça permet quand même à ces indices, d'un point de vue global, d'avancer, mais l'avancement ne va pas se faire de la même façon. On finira plus haut, mais on ne va pas y aller de la même façon, c'est-à-dire pas de façon coordonnée, tout le monde qui monte à peu près ensemble, avec différentes forces relatives. Ok, donc ça c'est important. Comme on l'a dit, le point 2, c'est le moment où concrètement, normalement, on atteint l'écartement maximal, c'est-à-dire la tension maximale. Je fais souvent référence à l'élastique, c'est-à-dire en fait ici on va tendre l'élastique. Et il y a 3 sous-étapes qui nous amènent donc de la phase 1, autrement dit, il n'y a rien de visible concrètement encore, il n'y a pas la moindre occurrence technique de quoi que ce soit. Et on décompose en 3 phases pour arriver jusqu'à 2. La phase A, où concrètement on commence à avoir certains indicateurs avancés, très sensibles, qui commencent à montrer qu'il y a certains trucs qui ne se comportent plus vraiment comme prévu. Autrement dit, si on va regarder des spread charts ou des trucs comme ça, on commence à voir que des états de fait type range commencent à être rompus, mais sur des UT relativement faibles. Donc on sent bien qu'il y a quelque chose qui ne se comporte plus vraiment comme avant, mais ça peut rester encore ici de l'ordre de l'erreur statistique. Il ne faut pas oublier qu'encore une fois, dans les marchés, quand on fait des stats, on est surtout attentif au RSB, c'est-à-dire le ratio signal-bruit. C'est-à-dire, en soi, qu'un indicateur très sensible, il a aussi beaucoup de bruit. C'est-à-dire que pour obtenir un réel signal, souvent il va falloir dans ce cas-là confronter plusieurs indications ou laisser évidemment des indicateurs plus lents, avec donc moins de ratio signal-bruit, mais plus en retard. Donc, en général, à ce stade-là, il y a tout sauf un consensus. Il n'y a ici généralement que des traders très sensibles à ces marchés-là, ou très ciblés sur ces marchés, qui vont commencer à voir que quelque chose ne va pas. Clairement, la phase A, on ne va pas se mentir, il n'y a pratiquement personne qui capte quoi que ce soit. La phase B, c'est là où ça devient un petit peu plus intéressant. Généralement, ici, c'est là que les traders plutôt contrariens, donc typiquement moi, vont commencer à voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas trop, et effectivement, ça commence très vite à les gêner. Là, d'un point de vue graphique, ça devient quasi inévitable de ne pas voir ces structures de décorrélation, mais le problème, c'est que, évidemment, si on ne connaît pas cette structure, on oubliera très vite le point C, c'est-à-dire si on entre en schéma classique, fuite, lutte, déni, ça peut faire très mal ici, donc attention si vous avez un biais contrarien, apprendre à maîtriser cette structure, c'est très important. C'est donc de comprendre que dans ces cas de figure-là, attention, parce que ça revient donc à chercher le point de tension maximale, et Dieu sait que les biais contrariens vont le chercher en permanence, et moi je tombe toujours dans ces panneaux-là, la seule différence c'est que maintenant je le sais, donc j'y vais beaucoup plus doucement, et je fais attention. Je sais qu'il s'agit de chercher un sommet, mais je sais aussi que restera la phase C, qui peut être plus incertaine que ça, tu meurs, puisqu'ici c'est 100% psycho. C'est simplement les comportements spéculatifs viennent maintenant accentuer la divergence pour chercher le point de tension maximal avant évidemment de se péter la tronche et d'inverser la décorrélation. Dans ce cas-là, celui qui surperformait de façon géniale va se mettre maintenant à sous-performer violemment, alors que celui qui ramait de l'espace va se mettre maintenant à réaccélérer beaucoup plus vite que n'a pu le faire l'accélération des précédents. Donc attention, ici en général, c'est la chose qu'il s'agit de comprendre. Dans une pattern de recorrélation, celui qui était en retard va généralement rattraper très vite. C'est là d'ailleurs que se situera le plus gros momentum de la pattern, encore plus encore que celui-ci. L'essentiel, c'est par contre de comprendre que le déplacement n'est pas non plus énorme, puisque c'est juste qu'il se fait sur une durée plus courte.
D'accord? En soi, c'est à peu près la même chose. C'est juste que ici, comme la compression du temps n'est pas la même, il y a une vraie asymétrie dans cette structure. On passe plus de temps, pratiquement 2 tiers, ou souvent, enfin moi j'ai pris la référence du nombre d'or, mais restons sur 2 tiers, 1 tiers à peu près, pour dire on passe 2 tiers du temps à se décorréler, 1 tiers à recorréler. Et pourtant, la distance parcourue nous ramène au même point final. Autrement dit, il s'agit donc bien ici de comprendre que la correction ici sera un petit peu plus violente pour ceux qui sont en haut. On ne parle pas ici de crash, mais on parle juste de correction. Et d'un autre côté, on parle ici d'un momentum relativement fort, puisqu'il y a beaucoup à rattraper en un temps qui est plus contracté. Ok? C'est important de comprendre ça. N'oubliez pas que quand même, il y a des forces relatives à la fin, c'est-à-dire on ne revient pas systématiquement ici au même point, c'est une image. Mais il s'agit juste de dire, dans l'ensemble, surtout quand on va ici avoir affaire à des indices, on va tendre à, tout simplement, ça revient plus ou moins au même endroit. Et donc, rattrapage des retardataires, correction de ceux qui sont à partie en avance, tout simplement parce qu'ici, les biais spéculatifs n'ont pas été suivis de fondamentaux réels. On a surtout ici affaire à des excès spéculatifs. Ok? Donc on fait attention, ce qui est corrigé à la fin, c'est surtout cet excès spéculatif. Il y a souvent, généralement, quand même une bonne raison à créer cette divergence à la base. Mais comme on l'a dit, les fondamentaux sont généralement le catalyseur qui drive cette divergence au début, mais en général, à la fin, l'amplification spéculative, elle est tout sauf rationnelle, et elle va être corrigée. Ok? Donc très important de bien comprendre ces 3 étapes. Autrement dit, si je résume, au point 1, personne, 0% de quoi que ce soit est au courant de ce qui va se passer, puisque personne ne connaît le futur. Au point A, clairement, c'est que des gens très pointus sur le sujet qui vont commencer à voir qu'il y a des facteurs avancés qui divergent un petit peu, mais à ce stade-là, personne ne dira quoi que ce soit. La plupart vont commencer à plutôt faire l'exploitation du spread, c'est-à-dire essayer de chercher à mettre à profit ce truc-là dans des stratégies arbitragistes. Au point B, les contrariens commencent à gueuler un petit peu parce que ça a bien tendu l'élastique, donc attention, ils commencent à avoir des opportunités d'arbitrage dans le sens inverse. Vous n'avez qu'à regarder les vidéos que je publie depuis à peu près 6 à 8 mois, où je ne fais que parler de ces divergences et de tranquillement commencer à attendre le moment où ça va se renverser. Donc de neutraliser mes positions directionnelles à point d'attendre que des signaux de ce renversement arrivent. Ça fait 6 mois qu'on attend, hein, d'accord ? Donc on attend, ça fait 6 mois que les comportements spéculatifs accentuent la divergence pour chercher le point de tension maximal, et nous atteignons aujourd'hui ce qui me semble être la probabilité de voir cette zone être traitée en ce moment même. Par traiter ne veut pas dire reverse. Encore une fois, le reverse trading, c'est du trading hyper spéculatif, extrêmement dangereux. Ça cherche à trouver un sommet de marché. Donc attention à ne pas trader ça, s'il vous plaît, si vous manquez d'expérience. Bon, maintenant, on l'a vu, je veux juste le résumer pour donner l'histoire. Donc, par exemple, c'est la chose dont on parle depuis un long moment, c'est-à-dire la concentration extrême des bénéfices qu'on a dans une poignée d'entreprises américaines. Le fait que, on voit bien le ratio historique, l'écartement à la moyenne, et le support bien évident ici, vers cette zone-là. Et donc, ça fait 6 mois qu'on accélère comme des brutasses à travers le support, qu'on casse tout, et qu'on vient chercher un écart type. Un écart type qui date quand même ici de pratiquement 2 décennies. Donc, on est sur une historique de statistiques qui dépasse encore une fois très largement l'horizon du technique. Sur une histoire de 20 ans, il y a des fondamentaux. Ce qu'on voit ici, c'est qu'on a une structure globalement de range. Il n'y a pas de tendance, il n'y a pas de direction claire de ce marché. C'est un marché qui oscille et qui est revenu donc chercher un bas de range, un écart type. Bref, on est sur une zone où en trading de nœuds, ici, on ne peut être qu'acheteur. Donc on est sur une zone où techniquement, ça ne fait plus aucun sens de continuer d'exacerber le spread, donc la divergence. D'un autre côté, on l'a dit, les fondamentaux ici, on va essayer de justifier. Est-ce qu'il y a des fondamentaux qui expliquent qu'aujourd'hui, 10 entreprises pèsent 40% du S&P 500 ? Pas vraiment. Historiquement, ça ne s'est jamais produit. Il n'y a aucune occurrence. D'accord ? On fait un nouveau plus haut historique de tous les temps de concentration des bénéfices. Même dans les années 2000, pendant la bulle Internet, on était très loin d'avoir ce genre de niveau de concentration. De mémoire, on était à peu près à 26, je crois, pendant le sommet de la bulle des années 2000. Aujourd'hui, on est à près de 40. Donc c'est quand même juste de dire, évidemment, la bourse est faite pour faire de nouveaux records. Donc loin de moi l'idée de dire qu'on est trop loin, c'est à ça, voilà, mais juste de dire, on nage en territoire inconnu, semble-t-il que, donc, a priori, on peut supprimer les 490 entreprises du S&P 500, autant rester sur ces 10, ce sont les géniales. Donc non, est-ce qu'on n'est pas arrivé au bout, justement ? C'est ce que sous-tend ici l'arrivée sur un écart type. C'est de dire, même ici, dans le crash des années 2008, les concentrations ici extrêmes aussi dans des grosses valorisations, durant le crack, c'est-à-dire on détruit absolument toute la cote et on vient ici. Ce qui est assez amusant, c'est que donc, si on compare, la dernière fois qu'on a traité sur ces zones de prix, c'était dans des situations pas très sexy. Autrement dit,
précédant la crise de 2008, plein dedans. Donc là, il faut vraiment faire très attention. D'accord ? L'environnement de marché dans lequel on est, faire des sommets historiques, alors que la dernière fois qu'on a traité cette zone de prix en termes de concentration, c'était dans une crise financière. Donc vraiment faire attention. Ça témoigne ici du fait qu'à mon avis, d'un point de vue fondamental, on a peut-être quand même quitté la rationalité depuis un bon moment. On a affaire à une structure de range, donc attention, mais on est aux bornes de ce range sur des écarts types. Il semble plus que probable ici que la chose la plus saine à faire, c'est plutôt parier reverse, c'est-à-dire on est probablement au bout de la structure psychologique. Et reste donc le troisième aspect, cette psychologie. Est-ce que vous la sentez ? Cette psychologie de globalement, en fait, il faut se capituler, il faut acheter ces grosses boîtes terminées, voilà. On sait très bien de qui on parle, donc des Apple, des Nvidia, etc. Elles sont dans des structures techniques toutes plus irrationnelles les unes que les autres. On va les lister relativement vite, juste pour illustrer la chose et aller jusqu'au bout. Donc Apple, on est dans une structure de bulle spéculative, là il n'y a pas autre chose à dire. On va juste supprimer les prix pour éviter tout biais de lecture, mais donc concrètement ici, depuis les années 2000, c'est une vraie bulle spéculative, sans nom, il n'y a pas d'autre rationnel ici. Les bénéfices plafonnent depuis pratiquement 4 ans. Et maintenant, enfin pas 4 ans, depuis 2-3 ans, mais concrètement ici, on anticipe toujours des croissances paraboliques des bénéfices. Donc là, pour tenir ce genre de parabole, il faut croissance du rythme de croissance. Il ne faut pas juste que les bénéfices soient en croissance. Il faut qu'ils accélèrent. Donc là, on a des bénéfices qui non seulement n'accélèrent plus, mais on a un risque de contraction. Puisque tout simplement, Apple ne brille plus du tout, ça n'innove pas du tout. Dieu sait qu'ils essayent, mais pour l'instant, ça ne marche pas. Donc on a des petits problèmes. Alors ils essayent, IA, machin, casque VR, la voiture, ça essaye, mais bon, la réalité, c'est que la seule chose qui a fonctionné correctement jusqu'à maintenant, c'est surtout les rachats de titres. Donc attention, comme on l'a dit, les rachats de titres sur des sommets historiques, ça correspond surtout généralement à un schéma, c'est quand on est en fin de vie d'une entreprise. C'est-à-dire quand justement on a eu une vraie success story, ce qui est complètement le cas d'Apple, mais dans le cas présent, c'est surtout de dire, au lieu de dépenser en R&D et en essayant de diversifier son activité, ça montre tout simplement qu'elle a atteint ce qu'on appelle un plafond de profitabilité. C'est-à-dire cette entreprise, elle ne va pas mourir demain, etc., mais juste, elle a atteint le plafond. Elle ne peut pas aller plus loin, elle a exploité toutes ses market shares, et elle va essayer désespérément d'en trouver de nouvelles, et ça va lui coûter très cher de le faire, et à un moment donné, elle se rend compte que ça ne marche pas. Donc qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va dépenser ses gains, ses revenus, encore une fois, on n'est pas en train de créer de l'argent avec ces îlots, à dépenser ses revenus pour acheter ses propres titres. Dans ce cas-là, ce que ça fait, il y a eu de nombreux cas qui l'ont fait aussi dans le passé, donc c'est techniquement et structurellement, statistiquement étudié. La première chose que ça fait, c'est que ça fait envoler le cours de bourse, puisqu'évidemment, donc d'un coup, les gens arrêtent de vendre, les prix s'envolent, puisqu'on a donc l'entreprise qui elle-même rachète ses propres titres. Ça va généralement chercher un sommet maximal, après une petite phase de volatilité, c'est exactement ce qu'on est en train de faire, une poussée finale, alerte de volatilité. Bon, je peux vous le dire direct, la prochaine fois qu'Apple franchit les 176 à la baisse, c'est game over. Donc pour l'instant, on n'y est pas, on cherche le sommet final. Attention, c'est une bulle, donc là encore, trouver le point haut, c'est quasi impossible, puisqu'ici on est sur une mécanique spéculative qui vient s'enchaîner sur des fondamentaux. Là, le fondamental, c'est, vous avez d'un côté une entreprise qui fait des profits énormes, mais qui plafonne, mais des profits quand même, et qui ne sait plus quoi faire de ses profits. Donc elle rachète ses titres, elle raréfie le supply. Donc vous avez réduction de supply, auquel viennent s'ajouter une demande spéculative de concentration outrageuse des bénéfices. Autrement dit, ces entreprises sont si grosses qu'il ne peut rien leur arriver. Bon, le too big to fail, vous savez encore une fois que c'est le pire. Donc on a une vraie structure de bulle, soutenue quand même par des fondamentaux solides, mais en ralentissement. C'est-à-dire, comme on l'a dit, quand vous avez pricé le futur sur 30 ans et que concrètement vous vous rendez compte qu'en fait le rythme de croissance il a atteint son maximum, tout d'un coup il va falloir repricer la croissance de cette entreprise. Et ça se produira très probablement sous forme d'un effondrement spéculatif. Par effondrement spéculatif, j'ai pas dit crack, c'est-à-dire Apple ça retourne à 20 $ en 2 ans. Ça n'a rien à voir. Là il ne s'agit pas d'une bulle spéculative, il s'agit d'un écartement spéculatif à la valeur réelle de l'entreprise basé sur des attentes futures irrationnelles. Dans ce cas-là, ce qui se produit généralement, c'est un effondrement spéculatif suivi d'un dead cat bounce, c'est-à-dire un rebond, et à la suite, cette entreprise ne fera que perdre sa valorisation dans les prochaines années, pour retendre probablement vers une valeur intrinsèque plus réaliste, retendre vers les moyennes, ces moyennes qui sont aujourd'hui à 58 $, alors qu'on est en train de s'échanger 209. Donc il s'agit encore une fois de niveaux de rétractation du prix qui sont significatifs.
de ce qu'on a déjà vu dans le passé, comme General Electric et entre autres. Ce sont des success stories du moment, mais qui tout simplement atteignent un maximum, sont valorisés probablement un peu n'importe comment, et au bout d'un moment, le monde avance de toute façon. Donc on fait attention, ça c'est le cas d'Apple. Bon, Microsoft, si on regarde les prix, c'est la même chose, on est sur de l'excès absolument partout. Là c'est pareil, too big to fail, impossible de les faire tomber. De toute façon, le monde ne tournerait pas sans ces géants du numérique, blablabla. Bon, vous connaissez l'histoire. C'est la même chose que ce qu'on a sur toutes les bulles spéculatives. Bon, Google, c'est la même chose. C'est un petit peu moins excessif. Donc pour ma part, Google est loin d'être le pire, au contraire. On voit bien ici que comparé à ses collègues, la structure est certes très haussière, on est très écarté des moyennes, mais on n'a pas cette phase d'accélération complètement dingo qu'on voit très visiblement ici sur la phase de Apple et machin. Donc ça part en couille 2014. Vous avez compris, de toute façon, c'est l'extrapolation de l'ère du QE. Mais vous voyez bien qu'ici, la construction de valeur est complètement folle. Attention, ici, encore une fois, les fondamentaux suivent. Ce que je veux juste dire, c'est qu'aujourd'hui, les fondamentaux de ces entreprises sont plus ou moins questionnables. Est-ce qu'on peut concrètement maintenir ces rythmes de croissance encore pendant les 15 prochaines années? Ça paraît assez peu probable. On a Apple qui a déjà ralenti, mais je vous parie que Microsoft et les autres vont quand même trouver leur sommet. Bon, il y a Nvidia, c'est celle du moment. Bon, là, celle-là, pour le coup, moi, je l'ai traitée à l'achat, puisqu'on avait une structure, mais c'est une structure très complexe. Ça veut dire que ceux qui connaissent ces structures, et je ne vais pas rentrer là-dedans, savaient qu'ici, on aurait probablement quelque chose de très excessif qui en suivrait. Bon, là, en termes d'excès, on ne peut pas faire mieux, simplement juste de dire, sur les deux dernières boîtes de contexte, donc on parle ici d'une boîte tous les ans, d'accord? Donc en 2 ans, cette entreprise est passée de 11 à 130. Donc là, on dirait une crypto. Évidemment, c'est suivi par les fondamentaux. Mais là encore, on a croissance du rythme de croissance, donc ça trade en parabole. Mais le problème, c'est où se trouve la limite, où se trouve le soleil par rapport à Nvidia. Parce que là, clairement, les attentes sont irrationnelles et on price une croissance du rythme de croissance infinie. Bon, ça paraît dangereux, évidemment. Donc quand Nvidia trouvera le maximum de son sommet, moi je pense que ça va être sur cette zone-là, ça sera un V-top, d'accord? C'est-à-dire, là, ici, ça va ressembler à un crack. La différence, c'est que cette structure n'a rien d'un crack. C'est-à-dire que c'est surtout que ça va être très très long, mais que probablement, d'ici une dizaine ou une quinzaine d'années, on devrait retraiter les niveaux de valorisation qui auront été faits sur le sommet. C'est pas une structure de « oh putain, ça va cracher et on remontera jamais ». Là, on vient chercher un point maximum. Et derrière, on va évidemment donc pricer 30 ans de bénéfices ou 40 ans de bénéfices dedans. Et comme on aura trouvé le sommet, il faudra cracher toute la monnaie spéculative, mais on y reviendra. Voilà la théorie, entre guillemets. Donc Nvidia, c'est pas une bulle, c'est juste de dire, là, à court terme, on a une bulle basée sur un excès qui est en soi, pour ceux qui connaissent ces structures, prévisible. Pour moi, je savais qu'Nvidia, ça allait être con et débile. Donc c'est bon, on est en plein dedans, c'est con, c'est débile, on cherche le sommet. Très dangereux évidemment celui qui va essayer de le trouver en short avec des effets de levier, donc on fait très très attention à ce qu'on fait ici. Mais voilà, ça va V-top, ça c'est sûr. Cette structure, elle ne se retourne pas en mode je range et je passe des mois et des mois à trader le sommet. Non, ça va être de haussier à baissier, et derrière on va effacer plus de 80% du rallye. Enfin pas 80% du rallye, 80% du rallye. Donc ça veut dire 80% de ce point bas qui a été fait à 11. Donc du guesstimate à peu près, on devrait se retrouver vers du 28-29. Ça veut dire quand même perdre ici une part significative de l'avancement qui a été fait. Donc on a dit près de 80% de baisse aussi sur le prix. Ça va faire très mal, c'est juste de dire évidemment celui qui aura acheté Nvidia en haut il va falloir attendre 10 ans peut-être avant que ces niveaux soient retraités. Ça ne veut pas dire qu'on n'y remontera pas. Voilà. Mais il faut vraiment faire attention à ça. Bon, évidemment après il y a toutes les autres, donc Amazon. Même chose, le gros délire spéculatif depuis 2014, on voit bien que la construction de prix n'a rien à voir. Ce qui m'intéresse un peu plus sur Amazon, c'est que la correction a déjà été plus ou moins enclenchée, c'est-à-dire que dans cette structure-là, on voit bien qu'on a la construction d'un pullback, ce qui m'invite à penser qu'Amazon ne va pas cracher. Amazon est peut-être excessif, mais elle est soutenue par les fondamentaux, et donc elle n'a pas fait une Apple, c'est-à-dire se construire absolument n'importe comment. En revanche, Amazon me laisse à penser qu'il reste encore pas mal de probabilité de bénéfice. On est dans cette structure multi-time frame et pour ma part, Amazon, c'est celle qui a encore pas mal sous le capot. Attention, elle pourrait évidemment recorriger un petit coup avant de s'envoyer dans la stratosphère. Mais donc Amazon, c'est pour moi celle qui est encore cachée là-dedans. Apple, on a vu, ça plafonne. Microsoft, quand ça va se retourner, on en a pour 10-15 ans à corriger ça encore. Google, il pourrait y avoir de la place. Nvidia, on cherche le maximum. Quand on l'a trouvé, c'est 80% de baisse. Amazon, on a une structure qui pourrait être globalement mature.
J'ai toujours ici une potentialité qui dirait que Amazon peut s'envoyer dans la stratosphère, mais elle n'a pas assez corrigé encore pour ma part, il faut venir chercher cette moyenne. Donc si Amazon revenait chercher 50 à nouveau, on est à 186, hein, donc on parle de corriger 60% sur Amazon. Si on recorrige 60%, derrière on pourra s'envoyer dans la stratosphère. Mais là sinon la structure, ça ressemble plus à une tendance un peu excessive, mais soutenue par les fondamentaux, dans laquelle s'opère un pullback, tout ce qu'il y a de plus classique. Dans ce cas-là, Amazon aurait encore une marge de profitabilité de quelques 30, 40, 50% avant de bloquer, c'est-à-dire derrière, une fois qu'elle a trouvé son max, on connaît le point min, c'est 80, et on sera donc en range entre 240 et 80. Ça reste quand même un range très volatile, d'accord? Mais un range, ça veut dire l'installation de la valeur d'Amazon se sera faite ici. Donc vraiment, il faut faire attention à ça. Pour moi, c'est vraiment la chose à comprendre. Bon, il y a les autres derrière, les Tesla et autres trucs du genre qui vendaient du rêve. Bon, elles ont déjà commencé à se péter la tronche et je ne vois pas la moindre raison de s'imaginer qu'on va aller plus loin. Les troisièmes bornes sont faites, a priori Tesla ne repassera pas au-dessus de 300 $ avant longtemps. Donc voilà, ça ne brille plus vraiment sur les FANG, comme on l'a dit, les géants de la tech US. Et ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, donc, elle pèse très très lourd, on est sur des écarts types, et on a donc ce positionnement qu'on voit sur le ratio entre ce qu'on appelle les values et les actifs de croissance. Donc ici, si on regarde le S&P 500 qui a été coupé donc en deux catégories, la croissance et la value. Si on regarde ça, donc si on divise le ratio de la croissance sur le value, on obtient ça. Et on voit bien qu'il y a eu un état stable et que cette forme de range a été rompue particulièrement depuis 2017. En tout cas, on a des démarrages ici un peu plus haussiers, on va dire on a une forme oscillante, et là on voit bien que c'est par là que ça commence à rompre, et ici accélérer. Et depuis 2017, on était dans cette phase de recherche d'un maximum, avec donc ce point maximum de stupidité, pendant l'ère inflationniste du transitory, de la Fed, etc., l'erreur de politique monétaire de novembre 2021, qui catalyse donc le sommet. Depuis donc un repli assez significatif, mais depuis quelques trimestres, on se revient rechercher ce qui est très probablement la troisième borne, hein. Donc ici, c'est là encore, on est sur une structure technique où être acheteur de la croissance par rapport au value ne fait aucun sens. Les ratios historiques de positionnement value-croissance sont effectivement ici, d'accord? Donc c'est juste de dire, normalement on va retendre vers cette zone-là. Il n'y a pratiquement aucune chance, entre guillemets, qu'on ne revienne pas vers l'état stable. Il y a peut-être un déplacement fondamental qui m'invite à penser qu'on ne reviendra peut-être pas dans la partie médiane du range précédent. Mais il y a de fortes chances qu'on revienne tester la zone de rupture, hein. Donc ça reste ici de dire quel est donc le choix le plus rationnel à faire, constatant donc tous les éléments nécessaires de cette pattern de divergence, à savoir il y a bien eu une occurrence statistique, les fondamentaux qui soutiendraient cette divergence semblent plus que questionnables. On a ici deux mondes qui se battent, hein. Il y a le monde de ceux qui disent que de toute façon la tech c'est fantastique, qu'on est en croissance parabolique, qu'on est à l'aube d'une révolution de la technologie, drivée principalement par 10 entreprises aux États-Unis. Voilà, pour la faire simple. C'est ça le narratif. Ça veut dire dans ce cas-là, ça ne sert à rien de lutter, achetez ces 10 entreprises, elles vont changer le monde, laissez-vous porter, pauvres fous, et surtout réfléchissez pas trop à leur niveau de valorisation actuel, puisque elles sont si grosses, on ne peut les arrêter, la limite c'est le soleil. Bon, comme on l'a vu, la limite c'est pas le soleil, la limite c'est que elles ont probablement atteint les market share maximales localisées, certaines vont se renverser pour toujours, d'autres peut-être pas, d'autres ont peut-être même encore du potentiel sous le capot, mais nécessiteraient quand même une petite correction assez costaude. Donc il s'agit juste de se dire, voilà, donc d'un point de vue technique, c'est pas possible de suivre ces trucs-là, ou alors vous rentrez dans des schémas de Ponzi, hein, c'est-à-dire concrètement, je rentre, je sais pas trop où je vais sortir, et puis si ça tombe, je sais que je vais perdre 80%. Donc c'est quand même très très compliqué de trader ça, hein. Donc encore une fois, plein de gens adorent faire des Ponzi, mais là, d'un point de vue technique, c'est pas justifiable, surtout qu'on atteint des niveaux qui semblent clairement être proches des sommets. Donc attention à ces trucs-là. Le deuxième aspect, c'était le fondamental. Est-ce que ces entreprises ont fait des profits mirobolants? La réponse est oui, donc ça a été soutenu par une partie des fondamentaux. Alors que d'un autre côté, comme on l'a vu, ces injections monétaires, QE et autres, n'ont pas vraiment eu cet effet super enjolivant sur le reste de la cote. L'ensemble du S&P a quand même progressé très largement, mais ça a surtout profité à certaines boîtes qui ne payaient pas leurs taxes, etc., etc. Donc des avantages compétitifs un petit peu illégaux, enfin en tout cas on va dire
utilisation de stratégies qui sont un petit peu à la limite de la légalité. Bon, c'est pas illégal, mais c'est pas très très fair-play quand même. Donc on fait attention, des avantages qui pour ma part me semblent être plus que remis en question aujourd'hui, des aspects spéculatifs qui sont venus amplifier la divergence, particulièrement on l'a vu sur les 6 derniers mois, qui sont venus donc bourrer particulièrement sur le ratio RSP-SPX, puisque ça on ne le voit pas vraiment ici. Comme vous voyez ici, le ratio value to growth, il est déjà renversé, il a déjà renversé le contexte. Tous les signaux de range ici sont plus que visibles. À mon avis, on va construire une borne vendeuse, ce qui veut dire qu'on va casser ce point bas. Donc je pense qu'on va aller retester plus ou moins les moyennes, les niveaux de breakout ici, vers ces zones-là. Donc je pense clairement que graphiquement parlant, aujourd'hui, on a toutes les raisons de trader contre ce narratif, c'est-à-dire arrêter ce délire de chercher la croissance, revenir sur du value. Ça fait des mois et des mois que je vous bassine que tous les éléments macro commencent à pointer de plus en plus vers une dégradation de l'activité économique au niveau granulaire, c'est-à-dire je ne parle pas évidemment des GAFA, elles sont fantastiques, mais je parle de tout le reste en fait, le tissu économique, le niveau d'endettement des entreprises, le niveau d'endettement des ménages aux États-Unis commence à devenir assez inquiétant, le taux de chômage commence à montrer qu'il est en train de repartir, et l'inflation, elle, trouve un plancher. Donc on l'a dit, ça pointe vers une direction, la stagflation. Et la stagflation, c'est tout sauf sexy. Donc vraiment faire attention à ce délire-là. Je pense encore une fois que la rotation, value vers croissance, enfin l'inverse de croissance vers value, elle est plus ou moins aujourd'hui inévitable d'un point de vue technique. On est sur des graphiques mensuels, donc là encore une fois, c'est pas de la spéculation. Sur le mensuel, on voit bien qu'ici, ça va être très difficile de se mettre à l'achat de cette zone-là. Clairement, c'est une zone résistante et il n'y a aucune raison de se mettre à l'achat ici. Donc patience, ça ne veut pas dire que ça va se produire tout de suite, mais sur un horizon mensuel, on voit bien qu'à l'horizon 2 à 3 ans, il y a plus de chances ici de voir le ratio value sur croissance tirer plutôt vers la value. Donc, encore une fois, attention à ne pas rentrer dans le narratif aujourd'hui. Est-ce que ça va soutenir l'inversion de cette pattern de décorrélation? Je pense que oui. Ça ne veut pas dire que la croissance s'écroule. Comme je l'ai dit, attention, certains risquent éventuellement des replis assez significatifs pour ce qui est des GAFA, puisque là, on est plutôt sur le ratio RSP-SPY, on est sur un écart type. Attention, ça peut encore durer 5-6 mois à essayer de trouver le sommet, mais par contre, ce qu'on voit, c'est que le retournement derrière sera probablement quand même assez brutal. On est venu chercher un extrême, et on voit la façon avec laquelle ça se retourne à chaque fois. C'est pas très très sexy. Donc attention, on est sur des écarts types, on va probablement retendre vers des valeurs plus moyennes, médianes, donc le rebond peut être quand même assez significatif. Attention donc à une décrue potentiellement très violente des grosses techno américaines, là on parle de 10 boîtes en particulier. Par contre, le fond du S&P 500 va probablement opérer du même temps une rotation du secteur de croissance vers les secteurs value, qui sont des secteurs qui ont été massacrés depuis des semaines, des mois, des trimestres, voire laissés pour compte depuis des années, qui peuvent proposer des rendements très intéressants. La question dans ce cas-là de ce qu'il en fera du S&P 500 en tant que tel, c'est justement comment va se construire cette rotation. Est-ce qu'elle va être faite en ordre ordonné? Est-ce qu'on crache les techs d'abord avant d'acheter les values? Voilà, c'est toute une question d'organisation des rotations qui va pour moi définir l'avenir du S&P 500. Très difficile d'en juger, donc c'est la raison pour laquelle je vous dis d'être très prudent si vous tradez le S&P 500, puisqu'il y a beaucoup d'erreurs à mon avis, enfin d'asymétrie à l'intérieur même de l'indice. Et comme on l'a vu aussi, parce que je terminerai là-dessus, le narratif ne s'arrête pas là. Le narratif, il va même chercher au-delà de ça. Le narratif, c'est pas juste les 10 boîtes américaines géniales, machin, et ce positionnement très spéculatif sur la croissance au-delà de la value, donc ce fameux domaine de ce que vous avez peut-être déjà vu comme e-acceleration, c'est-à-dire qu'on est à l'aube d'une explosion parabolique de la croissance technologique, blablabla. Bon, on vous vend encore une fois, c'est la même chose qu'à chaque fois qu'il y a une bulle spéculative, on vous vend le futur de ce qui se produira peut-être dans 30 ans, merci l'IA, etc. On vous vend souvent une technologie que vous ne connaissez pas, à laquelle vous ne comprenez pas grand-chose, et concrètement, on vous dit qu'on va pouvoir faire tout un tas de trucs géniaux avec ça. On vous met 2-3 cas d'utilité qui permettent de teaser, mais globalement derrière, au-delà de ces 3 cas d'utilité, on vous en vend 500 qui sont pour la plupart complètement pipotés à plus de 99% d'entre eux. Donc on fait attention, je ne dis pas que l'IA ne sert à rien, je dis juste que l'IA aujourd'hui c'est une carotte pour faire entrer des spéculateurs qui ne savent pas du tout et qui ne comprennent pas du tout ce qu'ils achètent, ne font pas du tout attention au niveau de valorisation. Donc on fait gaffe. Le deuxième narratif, c'est donc la Chine, c'est tout pourri, ça fabrique des trucs de merde, de mauvaise qualité, et puis les États-Unis, c'est quand même génial, ce sont eux les rois de la tech, c'est grâce à eux et à leurs IA que nous allons briller dans le futur, blablabla. Bon, il me semble encore une fois ici, quand on regarde sur des UT de long terme, qu'on a affaire à un range, qu'on est sur une disparité de pricing décorrélée ici des taux de change,
sur quelque chose d'assez historique. Là encore, on est déjà sur les écarts types, ça fait déjà pratiquement 2 à 3 ans qu'on cherche le maximum. Quand on va avoir trouvé le maximum, là encore, retour aux médianes et aux moyennes, assez brutal à venir derrière pour mettre fin à ces structures de décorrélation. Donc si je schématise, quelles sont les zones sur lesquelles, depuis, pour certains, on a vu ça depuis pratiquement 1, 2, voire 1 ou 2 ans, il y a un vrai positionnement très spéculatif qui n'est pas suivi de fondamentaux, qui se fait sur un arbitrage des zones économiques américaines et chinoises, dans lesquelles l'Amérique c'est génial, c'est grâce à eux qu'on va changer le monde, mais en soi, si on regarde sous le capot, c'est affligeant ce qu'on voit en termes de dynamisme de l'économie américaine. Tout est concentré dans une dizaine de boîtes qui trichent allègrement sur leurs charges fiscales, alors que derrière, tout le reste de la côte est en train de crever la gueule ouverte face à un endettement massif des particuliers et des entreprises, alors qu'on est sur des taux d'intérêt très élevés et un environnement très probablement stagflationniste qui nous pend au nez. Ça va devenir très très compliqué de ne pas supporter l'économie réelle. Et pour la supporter, à des taux élevés comme ça, il va falloir trouver l'argent là où il est, probablement dans ces GAFA. Donc attention à ça, ça me semble être la plus grosse erreur. D'un autre côté, on a 2 zones économiques, une qui est en accélération, la Chine, ou en tout cas qui est en phase montante, sur des grosses macro-UT. Là, attention, on ne parle pas de 5 ans, on parle depuis 10 ans, 15 ans, la Chine est en train de monter, les États-Unis sont en train de baisser. Et vous avez ici un arbitrage inverse des marchés. Pour eux, c'est bidon. Voilà. Donc encore une fois, je pense que là, il faut faire attention. Quand on a affaire à des macro-trends de plusieurs dizaines d'années, ça paraît peu probable que ce soit faux. Donc là, on a un comportement des prix qui est complètement inverse à ce que fait les fondamentaux. Ça me semble encore une fois assez inquiétant. On a une forme d'arbitrage pas très logique ici, qui tente à favoriser les pricing aux États-Unis, probablement pas de façon très rationnelle, face à la Chine. Donc là, pour ma part, pareil, moi je suis navré, mais je fais l'inverse. Je pense qu'il est grand temps de se surexposer à la Chine et de se sous-exposer aux États-Unis. Ça ne veut pas dire j'en trade qu'un et pas l'autre. Ça veut juste dire, moi navré, je trade la recorrélation. Je cherche le point maximal. C'est très compliqué, encore une fois, donc pas d'effet de levier et on ne risque pas la maison pour essayer de trouver le point bas. Mais je pense qu'il faut donc, comme j'ai dit, sous-pondérer les États-Unis, surpondérer la Chine, complètement quitter les valeurs technologiques tant qu'elles valent encore très cher. Ne pas chercher à vendre les sommets ou Dieu sait quoi. Vous serez incapable de trouver le point haut de ces assets. Par contre, voilà, si vous possédez de l'Apple, etc., je pense qu'il ne faut pas attendre que ça crache pour se dire « Oh putain, j'aurais dû sortir ». On parle de replis derrière qui vont se mettre en place de l'ordre de plus de 40% sur l'ensemble de ces valeurs. Quelles qu'elles soient, elles vont pratiquement toutes perdre 40%. Le poids qu'elles pèsent dans le S&P 500 ne va pas faire chuter le S&P 500 nécessairement, puisque toute une partie de la cote du S&P, particulièrement le value, ne performe pas du tout depuis pratiquement 5 ans. Donc, il peut tout à fait y avoir cette rotation vers le value pour certains qui délivrent des bénéfices, et ce sont des entreprises souvent pas très sexy, ça paye des dividendes, etc. Et c'est probablement ces entreprises qui vont être soutenues dans un environnement stagflationniste. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est de dire, pour ma part, c'est ça que je stipulais déjà depuis pratiquement 2-3 ans et que j'appelle la crise de la valeur. C'est-à-dire, on est entré dans cette espèce de fuite en avant technologique de si on regarde dans le rétro, on va voir qu'on est peut-être un peu trop loin, donc il ne faut surtout pas regarder dans le rétro, il faut avancer. Voilà, il faut fuiter vers l'avant. On a ici des niveaux d'endettement, mais colossaux. Je veux dire, quand vous regardez aujourd'hui le nombre d'entreprises qui se lancent à perte, d'accord, avec du venture capital derrière, donc c'est de l'argent dette, faut se poser encore une fois la question du risque que ça fait courir, de non-remboursement de ces dettes, parce que c'est bien beau de chercher le futur, mais si c'est un futur qui n'arrivera pas avant 10 ans, il y a un moment donné où le coût du capital va plus pouvoir être là. Ça veut dire que vous êtes incapable de payer ne serait-ce que la charge d'intérêt, et quand les taux d'intérêt montent à cause d'un environnement stagflationniste, c'est là que peuvent intervenir des liquidations. C'est-à-dire tout simplement, désolé, stop la croissance, on reviendra peut-être plus tard derrière quand on aura les moyens de se l'offrir. Pour l'instant, si on rentre en stagflation, il va falloir soutenir l'économie réelle, la moins bandante, celle qui fait des profits beaucoup plus faibles, mais verse des dividendes, réalise des activités économiques essentielles à la société. Et encore une fois, je pense qu'à force de chercher l'IA, si on commence à avoir un souci de croissance aux États-Unis, un souci de croissance organique, c'est-à-dire des entreprises qui ont des vrais business, pas des business de services et tout ça, c'est là où ça va poser le problème. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on soutient cette partie-là de l'économie ou est-ce qu'on continue de payer à grands coups de dollars imprimés le super futur technologique qu'une poignée d'entreprises nous vendent et surtout une poignée d'entreprises arrive à capturer toute la valeur? Donc on a plutôt ici affaire à une situation monopolistique
qu'autre chose. Donc c'est peut-être un petit peu tiré par les cheveux de continuer à jouer ce narratif de la fuite en avant de la valeur technologique américaine. Il semblerait en plus que ce ne soit pas nécessairement qu'un problème américain. C'est-à-dire aujourd'hui, le reste du monde commence à en avoir surtout un petit peu marre du dollar qui gère tout, qui peut imprimer to infinity et qui envoie les problèmes sur tous les pays émergents. Donc on a un peu ras-le-bol aujourd'hui. Ces valeurs technologiques, en plus de ça, elles commencent à nous gonfler un petit peu. Alors on est embêté parce qu'on en a quand même sacrément besoin partout dans le monde. Mais attention, encore une fois, la dépendance technologique a des valeurs américaines qui sont aujourd'hui utilisées plus comme des armes du gouvernement américain qu'autre chose. Donc attention encore une fois à ces environnements-là. Je voulais juste le rappeler, donc ces patterns de décorrélation ici, elles me semblent toutes légitimes puisqu'elles présentent toutes les caractéristiques évidentes de la recherche d'un point 2. On est sur la phase psychologique où on cherche le maximum. Une fois qu'il sera trouvé, ça mettra probablement, on l'a vu, à peu près un tiers du temps global. Donc sur la décorrélation États-Unis-Chine, on parle d'une décorrélation qui s'est mise en place vers les années 2017. Aujourd'hui en 2024, on peut estimer que c'est vers 2028 que la décorrélation sera complètement résorbée. Ça ne veut pas dire que la Chine prend le leadership, ça veut juste dire que la Chine va rattraper son retard et que les États-Unis vont corriger leur avance. Voilà. Sur cette période. Donc c'est bien ce que j'avais dit, je pense que c'est 2 ans de stagflation, 2 à 3 ans de stagflation qui attendent les États-Unis, bon, 2 ans a priori, et que la Chine, elle, qui s'est fait complètement déchirer, se réveille, parce qu'en fait elle s'est jamais éteinte, mais bon, elle s'est éteinte dans la propagande américaine. Donc on fait attention, une Chine qui va se réveiller, probablement assez vite, assez fort, mais pas non plus éclatante comme la Chine des années 2000 et compagnie. Mais voilà, donc pas une Chine à 15% de croissance, mais en attendant, une Chine qui surperformera les États-Unis sans aucun problème. D'un autre côté, des États-Unis en surchauffe, qui ne vont pas s'écrouler, malgré ce que certains probablement continuent de prévoir, mais par contre corriger des excès spéculatifs de concentration dans des valeurs technologiques qui plafonnent. Pas des valeurs technologiques qui n'ont aucune valeur et qui vont s'écrouler, mais des valeurs technologiques qui sont peut-être pricées un petit peu de façon trop joviale par les marchés financiers, mais qui continuent de faire des profits. Loin de moi l'idée de les imaginer s'écrouler comme des folles. Voilà, vous savez tout, je voulais faire ce petit point global, la vidéo est un petit peu longue et peut-être indigeste, mais en tout cas j'espère qu'elle est éducative. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée, à bientôt, ciao ciao.